merci d'être là. D'abord, merci à Madame la directrice de nous avoir invités à proposer. En fait, cette présentation était prévue bien avant la remise du prix, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est dans la continuité, effectivement. Merci d'être là aussi, alors au lieu de visiter des monuments qu'on évoque une fois par an, au moment des Journées du patrimoine. Je voulais remercier aussi spécifiquement Dominique Manotti d'être là, malgré le fait qu'elle ait fait une malencontreuse chute ce matin. Donc voilà, on était un peu dans le noir aussi, mais elle est sortie vers la lumière. Et donc merci à Françoise qui est contributrice de l'ouvrage et au Camille, universitaire, donc professeur à Paris 4, spécialiste de littérature américaine contemporaine, entre autres, mais aussi grande amatrice et spécialiste du polar, justement plutôt nordique, mais pas américain, qui va nous parler du polar, certains des auteurs dont elle fait état dans son article, mais plus largement peut-être du polar nordique aussi, faire découvrir peut-être certaines œuvres que vous ne connaissez pas. Et Maryse, qui a fait un article sur Carlos Somoza, qui est un grand littéraire, qui est un auteur assez difficile, pour des raisons qu'elle essaiera de s'expliquer, et qui parlera plus généralement aussi d'autres choses. Voilà. Donc moi, je vais commencer par une brève introduction. D'abord pour dire que ce roman est le deuxième volet d'un diptyque, c'est-à-dire que cet ouvrage, qui n'est pas un roman, est le deuxième volet d'un diptyque, puisqu'on avait organisé un colloque à Cerisy-la-Salle, un lieu de colloque assez connu en Normandie, un colloque autour de la question des rapports entre la littérature noire, policière, donc criminelle, et la littérature dite blanche, littérature générale, pour montrer qu'il y avait un certain nombre de passerelles possibles, de porosité entre les deux. Mais on s'était limité à la littérature, et essentiellement à la littérature anglo-saxonne, à quelques exceptions près, et française. Et ça on en a tiré un ouvrage qui s'appelle Manière de Noir, qui doit être également dans cette bibliothèque, dont je ne sais pas si la directrice a un exemplaire. Manière de Noir, et on avait invité, donc là aussi l'idée c'était de confronter les discours d'écrivains, d'auteurs ou d'éditeurs avec des discours disons, de type universitaire, pour dire les choses. Et donc dans ce cadre-là, on avait proposé à plusieurs auteurs, dont un qui relève davantage de la littérature blanche, je pense à Tanguy Viel, qui a écrit depuis bien d'autres romans, et souvent fondé effectivement sur des enquêtes policières. Et en même temps avec beaucoup de relations avec le cinéma policier américain, à partir du film noir, le film néo-noir. Donc il y a beaucoup de références au film noir et néo-noir dans les œuvres de Tanguy Viel. Donc il y avait Tanguy Viel, il y avait Fred Vargas, qui est, tant que je me souviens, archéologue archéologue de formation. Donc on trouve d'ailleurs des traces de son métier, des références à son métier dans ses œuvres. Et donc elle nous a fait l'honneur et le plaisir de participer à une table ronde dans le cadre de ce colloque. Il y avait aussi Dominique Manotti, et encore un autre auteur, du Nord, je crois. Bref, il y avait un auteur, un écrivain donc, de polar, mais disons non pas de nordique, mais du nord de la France, la région de Lille. Il y a, comme vous savez, des polars régionalistes. Donc, il y a des polars bretons, des polars justement du nord, etc. De la même manière qu'en Italie, on trouve aussi des polars régionaux autour de Rome, autour de Naples, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Et donc, on a voulu prolonger cette exploration avec un ouvrage qui s'appelle Le goût du noir, donc c'est un peu différent. Manière de Noir, c'était centré sur des questions de forme, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de forme dans celui-là. Mais on voulait montrer qu'il y avait une sorte de dissémination du noir, au-delà évidemment de la littérature anglo-saxonne et française, dans des littératures beaucoup moins connues, peut-être en tout cas qui à l'époque étaient moins connues. Littérature africaine, je ne pense pas à la littérature sud-africaine qui est connue à cause d'auteurs comme Deon Meyer, pour ne citer que celui-là que vous avez certainement lu, mais des auteurs d'Afrique noire aussi. Il y a un polar africain véritablement, il y a un article qui est consacré à cette littérature policière africaine, donc noire africaine, dans ce volume.
Et l'idée, c'était aussi de montrer que cette dissimulation ne se limite pas à un territoire, à une géographie, mais également concerne d'autres genres. Donc on peut parler d'une intermédialité du noir, hein, d'une transmédialité du noir, avec donc des articles qui concernent d'abord le cinéma, évidemment, donc j'y reviendrai dans un instant, la bande dessinée, le roman graphique, hein, donc, les deux étant pas tout à fait la même chose, enfin, roman graphique et bande dessinée, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement, voire comics, et également séries télévisées. Donc, Maryse vous parlera tout à l'heure d'un des articles, plus d'une série auquel est consacré un article, The Wire, qui est une des grandes séries policières qui date maintenant, qui remonte une dizaine d'années, peut-être une douzaine d'années, même une bonne dizaine d'années en tout cas. Voilà, donc on rentrera dans les détails. Moi je voudrais peut-être, avant de donner la parole à Maryse, revenir un petit peu sur le terme même de noir, et puis peut-être d'abord aussi dire un mot de la couverture, qui est une couverture en fait qui ne concerne pas le noir mais Chinatown, c'est pas tout à fait la même chose. Donc Chinatown, un quartier de San Francisco, et donc un photographe français qui s'appelle Frank Bobot, qui en fait fait sa carrière aux États-Unis. Vous pouvez trouver sur son site un certain nombre de photographies qui sont très, très belles, je trouve. Frank Bobot, c'est écrit B-O-H-B-E-T, et qui nous a aimablement accordé l'autorisation pas de falsifier, mais de transformer l'une de ces photographies en y insérant un personnage de détective, hein, qu'on voit de dos, évidemment, avec une cape qui pourrait faire penser à certains imperméables bien connus des films noirs. Et donc on a inséré dans cette photo de Chinatown donc un personnage. Voilà, il nous a donné l'autorisation pour le faire, et on est vraiment assez content du résultat. Je trouve que c'est... Alors évidemment, il n'y a pas que du noir, mais le noir, il y a des éclats de jaune aussi. Voilà. Chinatown, hein, ça paraît logique, il y a des éclats de jaune. Alors je vais revenir à la question du noir, des origines du noir. En fait, les origines peuvent être multiples, et je pense que Dominique Malotti ne sera pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais justement c'est pour ça qu'elle est là aussi. On pourrait parler des origines du noir de manière très... Du noir, j'entends la fiction de la littérature, hein, je ne parle pas du continent noir, ou de ce que Joseph Conrad, à propos du cœur des ténèbres, appelait de Dark Continent, hein, le continent sombre, le continent noir. On a même dit à l'époque que l'Angleterre était aussi une sorte de continent noir. Je crois d'ailleurs c'est Conrad qui le dit au début du cœur des ténèbres. Et on pourrait évidemment évoquer cette question du noir, de la noirceur et de la violence. Ça remonte évidemment à la Genèse, hein, si j'ose dire, même au-delà. Donc il ne s'agit pas tellement de ça, mais il s'agit des origines du noir littéraire. Là, évidemment, on trouve des choses qui relèvent du noir, qu'on pourrait assimiler maintenant au noir, dans les tragédies de Shakespeare et peut-être plus encore dans les tragédies de Marlowe, par exemple, hein, de Webster, la Duchesse de Malfi, par exemple, enfin, où s'il se passe des choses effectivement abominables. On peut remonter au XVIe siècle, on pourrait certainement remonter au Moyen-Âge, on pourrait parler de la peste noire, vous voyez ce que je veux dire, donc le noir peut s'articuler de 36 manières différentes. Moi, je voulais simplement revenir à ce qu'on appelle le roman noir, le premier roman noir, si on peut dire, ce que les Français appellent le roman noir, mais ce que les Anglais appellent le Gothic novel, renvoyant bien sûr non pas aux cathédrales gothiques, mais au château gothique, au château féodal, qui est ce qu'on appelle une Gothic enclosure, c'est-à-dire un espace fermé, un espace clos, un espace carcéral à certains égards, où l'héroïne peut se trouver enfermée par un méchant qu'on appelle souvent le Gothic villain. Donc c'est un peu les origines du noir. Donc c'est le premier texte connu, c'est le château d'Otrante, hein, le Castle of Otranto, qui date de mémoire bonne de 1764. Et ça se passe en Italie, comme par hasard. Alors, il se trouve que je suis allé en Italie il n'y a pas très longtemps. C'est dans les Pouilles, alors on pourrait penser que ça se passerait dans les montagnes apennines, dans les Apennins, parce qu'il est question aussi des Apennins dans le roman gothique. Mais là, non, ça se passe dans les Pouilles. En fait, le château d'Otrante, le véritable château d'Otrante qui a inspiré Horace Walpole, l'auteur, se trouve au bord de la mer. Hein, c'est une forteresse assez impressionnante d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, à Otrante. Donc. Et c'est pas du tout l'image que vous en avez, mais apparemment une amie italienne de Walpole, qui en avait beaucoup d'amis,
lui a envoyé une gravure de ce château, et ça l'a inspiré pour le château d'Otranto, qui est donc le premier roman gothique, disons, de l'histoire, et qui est une histoire effectivement on va dire, de personnages illégitimes, d'usurpateurs. C'est souvent cette idée d'usurpation d'un pouvoir et de la volonté de maintenir le pouvoir par la violence, en s'appropriant aussi bien d'ailleurs le corps des femmes que leur propriété foncière, de leur territoire, littéralement, donc le territoire du corps et le territoire tout court. Donc ça, c'est Walpole. Ensuite, il y a un grand auteur que vous connaissez sûrement, c'est Anne Radcliffe, donc, qui a écrit Le mystère d'Udolphe, pour ne citer que celui-là, mais aussi la romance de la forêt, etc. Et là, ça se passe effectivement souvent dans les Bénins. Alors, ces romans, en plus, se déroulent souvent en Italie, en Espagne, non pas en Angleterre, parce qu'on considère que le domaine des passions, entre guillemets, des passions violentes, excessives, ce domaine de l'excès, d'ailleurs un excès qui est aussi bien un excès de la fiction, enfin des événements qui sont racontés, un excès stylistique, donc ça se sent déjà chez Walpole, il y a un style un peu hyperbolique dans ce type de roman. Ça se passe en Espagne ou en Italie, en Angleterre, non, parce que ce ne serait pas possible d'avoir des choses pareilles en Angleterre, à l'époque victorienne. Voilà. Et il faut savoir aussi, enfin vous le savez sûrement, je répète peut-être des banalités, que ce public, il y a des auteurs féminins d'ailleurs, dont beaucoup sont moins connus. Je pense à Elizabeth Braddon, par exemple, ou bien d'autres. Il y a au moins une dizaine d'auteurs importants qu'on est en train de redécouvrir depuis il y a un certain nombre d'années maintenant. Mais l'auteur qui reste phare au niveau des auteurs féminins, c'est Anne Radcliffe, qui a publié une série de romans, et qui a fait une distinction célèbre qu'on pourrait retrouver à certains égards aussi dans le roman noir ultérieur, la distinction entre l'horreur et la terreur. C'est une distinction un peu canonique, l'idée c'est que l'horreur elle serait plutôt liée à quelque chose qui est tangible, qui est associé en particulier au corporel, au cadavre, à la décomposition du cadavre, etc., au squelette, enfin bon, tout ce qui touche au corps et à sa décomposition, à sa corruption. Et d'autre part, la terreur, donc, qui est plus liée à quelque chose de l'ordre de la transcendance, enfin en tout cas de quelque chose qui est difficile à cerner, et qui est un état plus complexe entre guillemets que l'horreur étant immédiate en quelque sorte, viscérale, et la terreur étant quelque chose de plus lié à la notion de sublime telle que le définit Edmund Burke, donc qui est un des grands, peut-être des grands théoriciens de cette notion de sublime qui avait été déjà explorée par Kant, dans cette différence entre le beau et le sublime chez Kant. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça, mais disons pour le définir d'un mot par rapport à Burke, Burke a aussi écrit un essai sur la Révolution française. Le sublime, c'est une sorte d'oxymore, c'est ce qu'il appelle le delight, le délice de la terreur, c'est-à-dire la manière dont quelque chose d'abominable, d'effroyable peut provoquer, quand il s'agit de la fiction, un sentiment extrême, enfin une passion ou une émotion extrême, et pleasurable, c'est-à-dire plaisante, agréable, ou provoquant une sorte de jouissance. La jouissance est je ne vais pas revenir dans les détails, mais la jouissance est un peu différente du plaisir. Et donc, Burke précise bien dans son traité, qui s'appelle Disquisitions upon the idea of the beautiful and the sublime, donc les idées, discussion sur les idées du beau et du sublime. Il dit bien que la violence ou l'horreur réelle, entre guillemets, dans la réalité, ne devrait pas provoquer cela, devrait provoquer effectivement un sentiment de rejet, de répulsion, etc. Par exemple, l'assassinat, enfin le fait d'assister à une exécution, et je crois qu'il donne l'exemple, je ne sais plus quel exemple il donne, enfin un exemple célèbre dans l'histoire d'exécution publique, ça ne devrait provoquer au contraire une sorte d'horreur, de rejet, etc. Mais par contre, quand c'est médiatisé par la fiction, que ce soit la littérature ou la peinture, c'est autre chose. On peut éprouver effectivement ce plaisir. Bon, donc voilà, ces deux, Burke, Radcliffe. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle le roman frénétique. Donc c'est Monk Lewis, ce qu'on appelle le moine, donc qui a beaucoup influencé Artaud, qui en a fait une réécriture.
traduction, réécriture, on peut dire, où là on est dans des extrêmes justement de la transgression, hein, c'est-à-dire de la violence, de l'inceste, du viol, du meurtre, etc., etc. Donc on voit ici les prémices de ce qui va devenir sous une autre forme de noir. Un autre roman célèbre aussi, c'est Melmoth, L'Errant, hein, de Charles Robert Mathurin, qui est aussi un grand précurseur à certains égards. Et puis on pourrait évidemment évoquer peut-être même Frankenstein, Dracula surtout, et donc c'est tous ces romans qui mettent en scène des expérimentations qui concernent aussi, qui apportent aussi du noir, du sombre, de la terreur, de l'horreur, etc. On pourrait évoquer bien d'autres choses, hein, mais disons voilà, ça ce sont les prémices. Ensuite, on va avoir des prolongations et la naissance du roman de policier de détection, avec Edgar Poe évidemment, hein, La lettre volée, Le meurtre dans la rue Morgue, etc. Ce qu'on appelle ensuite le roman à sensation, Wilkie Collins, peut-être vu ça, le Woman in White, on a un blanc et il y en a d'autres, hein, Pierre de Lune, je crois, Moonstone. Et évidemment Sherlock Holmes, il ne faut pas oublier Sherlock Holmes, et Sherlock Holmes, ça n'est pas que le règne de la raison, c'est aussi, ça en est souvent des univers, des intrigues très très noires, des intrigues criminelles très très noires, très violentes, donc voilà. Donc tout ça donc, va nourrir en quelque sorte le roman noir de manière plus générale, et on arrive à un tournant, donc là Dominique sera sans doute d'accord avec moi. Le tournant, c'est les années 20 aux États-Unis, parce qu'entre-temps, il y a eu le roman de détection en Angleterre, aux États-Unis, ailleurs, où il n'y a pas forcément, il y a évidemment de la violence, du crime, etc., mais il n'y a pas forcément cette noirceur qu'on va trouver dans les romans dits noirs cette fois, non pas les romans gothiques, mais les romans noirs, ce qu'on appelle en anglais les hard-boiled, hein, les romans de dur à cuire, hein, on trouve aux États-Unis. D'abord dans une revue qui est célèbre, qui est la revue Black Mask, hein, le masque noir, où des auteurs comme Dashiell Hammett vont s'exprimer, et d'autres, hein, Chandler, etc., James Cain. Et donc à ce moment-là, ça correspond effectivement à la crise économique aux États-Unis, mais aussi à la prohibition, qui va entraîner le développement de la criminalité. Bon voilà, vous connaissez tout ça par cœur, je pense. En tout cas, vous pourrez poser des questions après, hein, c'est pas un problème. Au contraire, nous on souhaiterait qu'il y ait un dialogue avec vous. Et donc, ces deux moments clés, si vous voulez, donc encore une fois, la fin du XVIIIe, hein, le tournant la deuxième moitié du XVIIIe en Angleterre, mais également aux États-Unis, on a tendance à négliger, j'ai encore constaté récemment, je crois qu'en lisant un exemplaire du magazine littéraire, je ne sais plus c'est quelle revue, qui était consacrée au roman gothique. Il y a un roman gothique américain aussi, hein, qui est presque contemporain, légèrement décalé dans le temps, avec des œuvres assez extraordinaires. Donc évidemment, il y a Nathaniel Hawthorne, hein, qui relève un peu de cette veine gothique. Mais un auteur qui est moins connu peut-être s'appelle Charles Brockden Brown, qui a aussi écrit des textes, notamment l'un de ses textes les plus célèbres s'appelle Wieland, hein, W-I-E-L-A-N-D, rien à voir avec l'auteur germanique, l'auteur allemand qui s'appelle aussi Wieland. Donc il y a un gothique américain qu'on va retrouver tout au long de la fin du 19e, bien sûr aussi au 20e avec des avatars plus modernes. Voilà, donc pour retracer un peu cette généalogie, alors je pense que le roman noir, vous connaissez sûrement tous bien, enfin, voilà, donc les grands auteurs, et effectivement c'est lié, alors d'une part à la question de la prohibition, aussi au fait qui permet un grand développement du crime organisé, mais aussi cette idée de monde urbain, hein, essentiellement, monde urbain corrompu, monde aussi ambigu ou ambivalent, contrairement au roman de détection où les choses sont relativement claires, entre guillemets, il y a le détective d'un côté et ceux qui sont avec lui, et puis ceux qui sont les innocents, disons, puis les coupables. C'est un peu plus compliqué dans le roman noir, puisque même le personnage du détective peut être parfois un peu ambigu, problématique, etc. En tout cas, peut ne pas être tout à fait en accord avec la loi telle qu'elle est représentée par les policiers, ou qui au contraire lutte contre la
la loi institutionnelle, parce que la justice institutionnelle, parce qu'elle est corrompue. Cette idée, c'est une sorte de corruption généralisée qui correspond aussi à une sorte de dégradation, de corruption de l'univers urbain lui-même, ce qu'on va retrouver dans le Roya, par exemple. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là dans le noir, et surtout cette idée d'ambivalence ou d'ambiguïté, et puis d'absence de résolution définitive, c'est-à-dire même s'il y a un retour à l'ordre provisoire, il n'est jamais définitif dans le roman noir. Voilà. Et puis il y a tout un tas de déclinaisons du roman noir, évidemment. Chandler, c'est pas Hammett. Le personnage de Chandler, le Marlowe est un privé un peu chevaleresque, qui renvoie aux valeurs chevaleresques en tout cas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose de Sam Spade dans Le Faucon Maltais par exemple, ou d'autres, même s'il y a aussi cette dimension d'aide parfois. Bon, il y a évidemment tous les stéréotypes qui vont aussi se retrouver et s'aimer un peu partout, les codes ou les stéréotypes du noir dans les lieux, les personnages, la femme fatale, bon, bien sûr le privé, etc. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont devenir importantes dans le noir, à proprement parler. Donc, et ensuite, évidemment, il y a une porosité entre la littérature et le cinéma, la littérature noire dans les années 30, et le cinéma qui vient tout de suite après. Je citerai au passage quand même Faulkner. Faulkner, c'est un écrivain important, et les écrivains naturalistes américains, qui, bien que n'écrivant pas nécessairement des romans policiers noirs, sont aussi dans cette ambiance noire. Theodore Dreiser, par exemple, bon aussi, son nom, mais l'auteur des Rapaces, qui a été adapté au cinéma par Erich von Stroheim, un film absolument magnifique qui s'appelle Les Rapaces. C'est une adaptation d'un roman célèbre de cette époque-là. C'est Frank Norris, je crois. Frank Norris, qui a écrit aussi un texte qui s'appelle The Octopus, la pieuvre. Voilà, donc il y a énormément de porosité à la fois entre les genres dits réalistes et le genre policier, mais également entre la littérature et le cinéma dès cette époque. Et pour juste donner un exemple, Dashiell Hammett est également scénariste de films, et donc on passe très facilement de la littérature au cinéma à ce moment-là. Voilà. Bon, je reviendrai peut-être sur certains éléments du cinéma après, mais j'ai parlé assez longtemps, donc je vais donner la parole à Maryse. Bien sûr, vous souhaitez des questions. Je prends donc la suite pour vous indiquer une ligne de force qui traverse l'ensemble des articles qui figurent dans ce recueil, donc Le goût du noir, qui est la ligne qui joint le noir et la société. En effet, on a évoqué, j'ai bien évoqué un certain nombre de romans, hein, et on pourrait penser, alors en plus on parle du gothique quand même, hein, et quelque part on pourrait penser que ce noir est détaché, est une invention, est détaché d'une certaine réalité. Mais plus il avance dans son développement, alors j'espère que c'est vrai pour la période gothique, mais néanmoins, plus il avance dans son développement, notamment à partir des années 20 et 30 et 50 encore plus cette littérature noire s'inscrit véritablement dans quelque chose de la traduction du social, de ce qui se passe. Et en fait, c'est aussi, je vais revenir aussi brièvement sur une des autres origines de notre cher roman, alors roman policier, roman noir, polar, on hésite toujours un petit peu entre les mots, thriller aussi qui passent parfois hein, dans le vocabulaire, on hésite toujours un petit peu entre ces catégories. Alors, je voudrais revenir juste sur l'origine française de ces grands courants policiers. Cette origine française, vous le savez très certainement, ce sont les grands romans populaires du XIXe siècle, ceux qui paraissent en feuilleton et qui n'en finissent plus, et qui sont signés Eugène Sue, donc avec les Mystères de Paris par exemple, Ponson du Terrail en Cambole,
Émile Gaboriau, le premier personne de détective, Maurice Leblanc, bien sûr, avec Arsène Lupin. Ces romans-là sont aussi une pierre fondatrice hein, de cette lignée de romans de détection, d'enquête, de mystère, parce que comme le nom Le mystère de Paris l'indique, il s'agit bien d'aller creuser notamment pour ces romans-là, dans les bas-fonds de la ville, hein, dans ce qui se passe de mystérieux, de noir, dans les crimes, dans les secrets qui sont enfouis dans les entrailles de la ville, de Paris le plus souvent d'ailleurs. Et ce qui m'apparaît particulier, c'est que ces auteurs et leurs personnages d'ailleurs, qui se développent donc à cette époque, donc fin du 19e, sont des espèces d'observateurs qui vont plonger, qui viennent du monde bourgeois, hein, et qui vont plonger justement dans ce ventre de Paris, pour utiliser l'expression d'un autre grand écrivain de l'époque, hein, qui vont plonger dans le ventre de Paris pour en donner des aperçus. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Là où c'est noir, là où les ruelles sont sombres, là, dans les caves, dans les greniers tout aussi sombres. Voilà, qu'est-ce qui se produit là, hein? Et on est donc dans une espèce d'inspection, évidemment chargée d'aventure et de suspense, etc., dans une espèce d'inspection d'une réalité sociale très, très dure, hein, très misérable, hein, par des écrivains qui appartiennent, eux, évidemment, à la bourgeoisie et qui ramènent d'une certaine manière leurs observations au jour à travers les aventures qu'ils font vivre à leurs personnages. Arsène Lupin, de ce point de vue, est un personnage très intéressant, puisque, comme vous savez, vous avez tous lu les romans de Maurice Leblanc, je présume, hein, vous savez que c'est un personnage qui est issu d'un milieu populaire, qui est un voleur, mais qui, tout au long de ses aventures, ne fait jamais autre chose que de se positionner dans la haute société. Il se fait toujours, il utilise un nombre incalculable de pseudonymes qui sont tous des pseudonymes aristocratiques. Hein. Et quand il est dans cette haute société, bon, il vole à l'occasion, oui, mais il se place aussi très souvent dans un rôle d'enquêteur. Il est aussi enquêteur par rapport à cette noirceur. Donc on est déjà dans ce rendu, si j'ose dire, des mystères de la société à partir de ces premiers romans très populaires. À partir de là, eh bien, je vous en a déjà donné un aperçu, et c'est ce qui s'est développé effectivement dans nos deux volumes, Manière de noir et Le goût du noir ici, c'est que le noir, il faut bien le dire, est un virus. Un virus qui a frappé fort, qui s'est répandu effectivement de manière territoriale à travers l'ensemble du monde, hein, puisque partant effectivement du monde anglo-saxon et de la France, c'est vraiment les deux racines, hein, et bien elle a gagné peu à peu les pays d'Europe, hein, à des moments différents, donc la Belgique par exemple, avec Cécile Menon, la Belgique, hein, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Scandinavie bien sûr, on nous parlera Françoise tout à l'heure, hein, et puis les autres continents. On a des reprises par exemple d'Edgar Poe au Japon, hein, dans des romans japonais. On a évidemment, et on va retrouver tous ces éléments dans le volume, hein. On a beaucoup d'éléments aussi de romans noirs comme ça, donc ancrés dans le social en Amérique du Sud et notamment au Mexique. Je verrai ça également. En Afrique du Sud, on en a parlé tout à l'heure avec de meilleurs, en Afrique centrale, donc en Afrique noire, avec notamment Moussa Konaté dans L'Empreinte du renard, qui est un grand classique du genre. On n'en finirait pas d'énumérer les parcours de ce virus. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'il va s'installer quelque part, ce virus noir
ce mode noir s'associe à la culture, s'associe au mythe, au mode de vie de ces différents pays pour rendre compte d'un passé. C'est le cas notamment pour les romans en Afrique noire, mais également dans le monde amérindien, puisqu'on a aussi des éléments là-dessus, par exemple sur les Indiens d'Amérique du Nord. Donc, s'associer au mythe, s'associer au mode de vie, pour rendre compte d'un passé et qui, bien entendu, a des conséquences sur un présent. Et donc, ce code noir, ce genre noir, va mettre à jour les intrications historiques et sociales, les contradictions qui traversent et qui travaillent les sociétés. On a donc vu que, en un premier temps, que effectivement ce noir allait, avec des variants, hein, bien sûr, du coup, allait s'installer un petit peu partout. Et puis, il va s'installer, comme avait commencé à l'énoncer Gilles, il va s'installer aussi dans d'autres genres. Il va donc contaminer le genre de la littérature dite blanche, dite générale. C'est-à-dire que le mode de l'enquête, le mode de il y a un mystère et nous allons mener l'enquête pour trouver le secret et mettre à jour des choses anciennes et enfouies, oubliées, est un modèle qui s'est de plus en plus répandu dans la littérature dite blanche, donc à travers, par exemple, des auteurs que vous connaissez bien également, comme Patrick Modiano, bien sûr, Jean Echenoz, et puis, plus récemment encore, des auteurs qui véritablement s'emparent directement d'affaires policières pour reprendre l'enquête. Je pense à Emmanuel Carrère, bien sûr, et quelqu'un comme Philippe Janeda, qui... Donc on a véritablement tout un... Alors, faut-il qualifier ces romans-là de romans noirs ? Peut-être que le roman est déjà de trop, le noir est là, ça c'est sûr. Mais la méthode d'enquête, en tout cas, est présente dans ces romans. Donc, le noir est allé donc, se faufiler dans la blanche, pour en faire un genre, non pas gris, mais en tout cas intermédiaire. Hein. Mais le noir va également s'instiller dans d'autres genres. Gilles a parlé des films, il y reviendra certainement. Il s'est installé aussi dans la bande dessinée, qui a pris elle aussi du galon, hein, en devenant roman graphique, de la même manière que le noir était un sacré mauvais genre et qu'il est devenu maintenant un genre à part entière. La bande dessinée, elle est toujours dessinée, mais elle est devenue roman graphique. Voilà. Et parfois, ce roman graphique lui-même, c'est ce qui est un des articles qui est présenté dans cet ouvrage, ce roman graphique joue avec ces codes anciens du noir. Je pense à l'article consacré à la série Black Sad, que vous connaissez peut-être, hein, qui joue par le dessin, qui joue la carte de la reprise, à la fois parodique et nostalgique, des films noirs des années 40-50, justement. On a ces éléments. L'autre domaine qui s'est trouvé envahi par ce noir, c'est aussi celui des séries. Il ne vous a pas échappé que les séries prolifèrent. Les premières séries dans leur histoire n'étaient pas des séries noires. Le titre était celui de la collection française. Les premières séries américaines étaient effectivement plutôt des séries consacrées à la comédie, comme sitcom, comme on dirait plus volontiers maintenant, comme I Love Lucy par exemple, ou alors séries américaines consacrées à des aventures mythiques dans l'Ouest. Peut-être que vous avez des souvenirs de séries de cet ordre-là, certaines avec Steve McQueen par exemple, dans ces jeunes années. Donc, reprise des mythes dans les séries. Dans les
années 60-70, on est toujours dans les séries dans quelque chose de l'ordre de l'aventure, mais cette fois-ci, ce sont des agents secrets, beaucoup plus souvent, hein, Mission Impossible et d'autres. Hein. Des agents secrets qui, à longueur d'épisodes, déjouent les complots venus de l'Est. Hein. Bien sûr, on est en pleine guerre froide, donc il faut montrer que les agents américains sont tellement plus malins que leurs ennemis russes, soviétiques, on va dire. Et puis les choses ont évolué un petit peu aussi, et ce qui fait que maintenant, effectivement, je ne dirais pas toutes les séries, mais un grand nombre de séries jouent effectivement sur cette dimension noire, pour le coup. Parce qu'il s'agit, dans ces séries, très souvent, de mettre en évidence les questionnements de tous ordres. Des questionnements non seulement autour d'un... C'est vrai que ça démarre souvent autour d'un crime, classiquement, si j'ose dire. Mais dès lors qu'on va enquêter sur ce crime, ou ces crimes, on va débusquer des raisons économiques, des raisons écologiques. On va évoquer des questions de genre, on va évoquer des questions d'identité. Toutes ces questions qui travaillent les sociétés vont être mises à jour, là aussi, à travers le récit noir fait dans le cadre de la série. Alors, dans ce recueil, effectivement, un article est consacré à cette série culte noire qui est The Wire, sur écoute pour ceux qui connaissent plutôt le titre français. Et cette série est restée vraiment un fondement maintenant de l'ordre, dans l'ordre des séries, dans la mesure où, comme vous le savez sans doute, d'abord elle est issue d'enquêtes journalistiques, puisque l'auteur de la série, David Simon, est un journaliste qui a travaillé à Baltimore, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec les équipes policières de la ville, et donc tout ce qu'il va relater qu'il va mettre en série est authentique, hein, pour le coup. Et d'autre part parce que, effectivement, ce qu'il tente, ce qu'il approche dans cette série The Wire, et dans d'autres séries aussi qu'il a fait par la suite, mais bon, c'est celle-là qui est la première, hein, innovatrice, c'est véritablement de montrer la société d'une ville, Baltimore. Est-ce qu'elle est unique ou est-ce qu'elle est exemplaire? Ça, il faudrait avancer davantage pour pouvoir le dire. Donc, et il montre à la fois l'ensemble des dysfonctionnements, l'ensemble des problèmes sociaux, les questions du délabrement, les questions de la corruption, les questions des dysfonctionnements qui mettent à mal finalement tout le corps social, tout le tissu social de cette ville. Alors évidemment, on démarre notamment dans la première saison dans le trafic de drogue, hein, et ce trafic de drogue est un commerce parallèle au trafic des marchandises normales, on va dire. Donc véritablement, The Wire a bien plus d'un titre, un récit noir à proprement parler, parce que non seulement effectivement il s'y passe beaucoup de choses graves, violentes, mais aussi parce que elle travaille complètement justement ces bas-fonds de la société, enfin ces bas-fonds qui sont plus tellement si bas que ça, hein, d'une certaine manière. Il y a dans The Wire, dans la première saison, le positionnement emblématique, on va dire, des policiers qui sont chargés d'enquêter sur le trafic de drogue, qui sont relégués dans une cave dans les bâtiments de la police, alors que le trafic, lui, se fait sur la pelouse, devant les immeubles, dans un grand canapé où les dealers ont leur QG, d'une certaine manière. Donc, on a une inversion du genre. Aussi, en fait, donc, ce genre noir, hein, fait-il véritablement, en allant s'infiltrer dans toutes les formes d'expression, dans tous les territoires, comme ça, il me semble avoir pour effet d'amener, non pas toute, mais au moins une certaine lumière sur
véritablement des questions sociales fondamentales, voire existentielles, de la société dans laquelle nous essayons de vivre. Merci Marie. Françoise, tu vas pouvoir développer un exemple avec le polar nordique. Oui, merci beaucoup. Alors, je précise que je ne suis pas spécialiste d'études scandinaves, puisque je suis américaniste et je suis notamment spécialiste d'Edgar Poe, et puis je travaille beaucoup sur la littérature contemporaine américaine et les arts contemporains. Néanmoins, je suis une avide lectrice du roman policier, du noir, de même que je suis une spectatrice et téléspectatrice assidue de nombre de séries. Je voudrais mentionner The Fall, qui se passe à Belfast, qui est absolument remarquable dans le noir du moment, avec une construction, un montage, des alternances de points de vue extrêmement efficaces et originaux dans les choix qui sont faits. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je vais évoquer, c'est un phénomène finalement qu'on pourrait trouver assez récent. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a pris son élan dans les, on va dire, 20 dernières années. Et ça a peut-être commencé pour vous avec la rencontre avec Millennium. Et d'un seul coup, on s'est aperçu chez Actes Sud que... Et bien avant, pardon. Alors, en tout cas, voilà. Mais vous avez des choses comme ça qui arrivent, qui ont attiré le grand public. Et on s'est aperçu qu'Actes Sud avait une collection policier, et on s'est aperçu que le policier prenait de plus en plus de place. En tout cas, le polar nordique, c'est d'un seul coup, dans en tout cas les 20 dernières années, je dirais sans doute en France, parce que je ne lis pas en suédois, en islandais, en norvégien, c'est un phénomène éditorial, c'est un phénomène de traduction qui fait que rapidement vous trouverez en français le dernier Indridason, le dernier Nesbø et j'en passe. Et ce que vous verrez, c'est peut-être, je vais faire effectivement un jeu de mots, c'est peut-être le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que dans ce polar nordique, il y a une gamme extraordinaire qui se produit, qui se trouve. Et j'ai travaillé sur quelques auteurs en particulier que je trouve exceptionnels. C'est-à-dire j'ai travaillé sur Mankell, Henning Mankell, absolument exceptionnel. Donc Henning Mankell, suédois, né en 1948, mort en 2015, trop jeune, de maladie, et l'Islandais Indridason, Arnaldur Indridason, qui lui est né en 1961. Vous connaissez les romans sans doute, vous connaissez les adaptations à la télé en particulier. Alors pour Wallander, les enquêtes de Wallander, il y a eu diverses adaptations effectivement qu'on a croisées, mais certaines spécificités de ces romans. D'abord des romans que je qualifierais d'une certaine façon non romanesques, romans de la sobriété, romans de l'écriture parfois plate. Si vous avez ouvert un roman d'Indridason, vous en êtes rendu compte. Je disais à mes amis et collègues que sans doute si j'apprenais l'islandais, je commencerais par lire Indridason, syntaxe très simple, vocabulaire très simple, peu d'obstacles à ma compréhension. Donc ce serait effectivement une bonne piste. Donc une écriture froide avec un sens du détachement qui n'empêche pas de faire régner l'inquiétude. En fait, c'est ça qui va être au cœur. Pourquoi notamment chez Mankell et chez Indridason? Parce qu'on part de l'idée, de l'illusion d'une société qui peut-être allait bien. Il y avait d'un côté le modèle suédois, qui a eu ses heures de gloire, on va dire. Le modèle suédois, une société juste. Et ça, c'est le champ, d'une certaine façon, que va aborder Mankell, et la chute, la perte des illusions, la corruption, tout ce qui dément en fait cet idéal. Et puis de l'autre côté, il y a l'Islande, pays qui jusqu'à ces 10 dernières années n'était pas une des principales destinations touristiques du monde, n'était pas aussi fréquentée, connue, et cet auteur Indridason qui nous fait découvrir Reykjavik et qui nous fait découvrir des paysages de glace, de neige et une autre culture. Or, que se passe-t-il? L'Islande, c'est aussi un des lieux où se rejoue
la guerre froide, c'est le lieu des trafics. Pourquoi? Notamment à cause de la présence d'une base américaine, et une transformation de la société que l'on voit petit à petit. Donc, une inquiétude qui s'installe, qui règne, au fil de séries. Mankell a écrit une douzaine de romans mettant en scène Van Ender. Indridason a de nombreux également romans sur son personnage de Erlendur. Vous savez qu'en Islande, on va souvent garder le prénom simplement, on ne se souvient pas toujours du nom. Erlendur Sveinsson, son protagoniste. Et des hommes ordinaires, avec des difficultés ordinaires, parfois une fille droguée, parfois d'autres ennuis, qui vont découvrir que ça ne marche pas, que cette société-là ne marche pas, que la corruption existe, et aussi que le mal, là encore, aura sans doute ses origines dans le passé. Alors c'est un des traits caractéristiques du polar, c'est que sans doute il faut regarder en arrière pour découvrir. Et cela donne une inscription dans l'histoire du XXe siècle. On sait qu'Indridason est diplômé d'histoire. On sait qu'une partie des auteurs des romans scandinaves actuels sont journalistes, ont une expérience d'une recherche sur la réalité du monde, ou peut-être l'absence de vérité sur le monde. Et du coup, dans les deux romans, par exemple, qui sont des romans que je trouve admirables, que j'abordais dans le volume que vous avez peut-être parcouru, il y avait deux situations. Il y avait, dans le roman islandais, l'inattendu. Pourquoi l'inattendu? Parce que, à l'occasion de la découverte d'un squelette, on découvre une histoire de trahison et d'amour à Leipzig, on découvre une histoire en rapport avec la Stasi, et donc une jeunesse socialiste islandaise, dont moi personnellement je ne connaissais rien avant d'avoir ouvert ces romans-là, une jeunesse idéaliste qui s'est trouvée aux prises avec effectivement autre chose, la perte des illusions. Quelque chose d'admirable, donc il s'agit de L'homme du lac, de Indridason, roman de 2004, traduit en français en 2008, d'une très grande richesse, avec une alternance de points de vue et donc un retour en arrière. Une partie de l'action se passe en 1965 et l'on découvre ces personnages qui petit à petit vont être victimes, et puis on s'aperçoit que le meurtrier c'est d'abord une victime, notamment dans ces sociétés-là, dans ce monde politique-là. Un rapport au passé qui est souvent en relation avec le deuil, la perte. Et c'est quelque chose qui est très central à l'écriture de Indridason, puisque son personnage, Erlendur, est lui-même marqué par le deuil, ayant perdu son frère dans les brumes et les glaces pendant son enfance, avec ce mystère de savoir ce qu'est devenu ce frère jamais retrouvé, corps jamais retrouvé, etc. Donc un regard en arrière qui est un regard sur la perte, sur le deuil, des romans donc étonnamment dépourvus d'humour, dirais-je, si vous les comparez avec des Américains et d'autres de notre culture, des romans graves avec ces questions-là. Le roman de Mankell que je mettrai en regard, L'homme inquiet, 2009, traduit en 2010, c'est le roman où Wallander se trouve le plus âgé dans la série, et c'est une histoire d'espionnage, affaire de sous-marins dans les eaux suédoises, espionnage, mensonge, c'est l'époque d'Olof Palme, c'est l'époque où des choses étranges se passent, encore en rapport avec la guerre froide, mais pas seulement. Et d'un seul coup, on trouve une fiction qui étonnamment est très documentée. C'est une fiction, et si vous regardez les références et les documents fournis à la fin du volume, vous apercevez qu'il y a là aussi une emprise sur le réel. Donc, en effet, une expansion du polar nordique est aussi en rapport avec une mise en cause de l'ordre de la société, alors même que le policier, lui, ici, est intègre. Il n'est pas corrompu, il n'est pas de mèche avec les bandits, etc. Et donc, la guerre froide, les trafics, une transformation douloureuse de la société qui est tout à fait mise en scène calmement et
d'une certaine façon, plus ces écrivains avancent, en tout cas, Mankell, évidemment, malheureusement n'est plus là, mais Indrid Hasson avance, et plus parfois il regarde en arrière. Ayant éliminé son protagoniste, il crée un nouveau protagoniste, Conrad, policier lui aussi, et on voit arriver, encore une fois, cette situation de l'Islande après la guerre, pendant la guerre, avec une trilogie fort sombre, et d'autres, et puis la trilogie des ombres, et puis un roman extraordinaire de Indrid Hasson que je peux quand même vous recommander, qui est indépendant parce qu'il n'appartient pas à une série, qui s'appelle l'Opération Napoléon. Je ne sais pas si vous avez croisé ça, c'est absolument extraordinaire, l'Opération Napoléon, encore une fois en rapport avec le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. On trouve dans les glaces les restes d'un avion, d'un bombardier allemand. Et puis, toute une enquête se noue autour de cela, et je ne vais pas spoiler la fin, mais c'est extraordinaire, l'opération Napoléon, puisqu'effectivement, en rapport avec l'Allemagne nazie, beaucoup de choses se jouent. Il y a une audace d'Indrid Hasson dans cette construction que j'ai trouvée absolument admirable. Et donc, des gens qui écrivent et qui mettent en scène une évolution et je dirais aussi quelque chose du malheur, de la pauvreté, du changement de ces sociétés. Alors, je parlais du bout d'une certaine façon du haut de l'iceberg, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et puis, si vous avez mis 2 pieds dans une librairie récemment, vous avez dû voir les collections, alors c'est Seuil policier, c'est Pocket, c'est d'autres, et une multiplicité de nouvelles voix qui arrivent. Il y a les très connus, bien sûr, le norvégien Nesbø, bon, adapté au cinéma, adapté à la télé, très bien. Des gens peut-être que vous connaissez également bien, comme Jørn Lier Horst, avec un personnage qui s'appelle William Wisting, donc parmi les Norvégiens, de très bonne tenue. Asa Larsson, L-A-R-2-S-O-N, également, parmi tous ces gens. Horst, il a quand même vendu 2,5 millions de livres. Et puis les Suédois. Alors, pas uniquement les gens connus comme, mettons, Camilla Lepper, mais d'autres voix, d'autres réflexions sans doute plus inquiétantes. Je voudrais mentionner Camilla Grebe, c'est G-R-E-B-E, Camilla Grebe, l'archipel des Lermes, alors c'est écrit comme larmes avec un tréma, 2019, qui enquête en fait sur de nouvelles perspectives, sur les violences faites aux femmes, sur des décennies de meurtres, de féminicides, et ça commence en 1944. Donc encore une fois, on regarde en arrière et on suit ces développements-là. Tous ne sont pas tournés vers le passé national ou collectif. Il y a le passé... Il y a l'écologie aussi. Et il y a l'écologie. Parce que ça, c'est... Alors, quand même aussi l'écologie. Et puis, je voudrais parler de l'arrivée des voix de femmes. Particulier. Alors j'évoquais Camilla Grebe, j'évoquais Asa Larsson, je ne sais pas si vous avez rencontré Sarah Lövestam, que je recommande également beaucoup, qui est une militante LGBT et qui a, elle, son noir, il est en prise avec l'actualité du monde, puisque son détective privé, c'est un sans-papier. C'est un sans-papier qui trouve moyen de survivre avec son activité, qui s'invente une activité de détective et d'enquêteur, ce couple-là. Je ne vais pas spoiler non plus un certain nombre d'éléments relatifs à ce personnage-là. Je vous recommande, au premier volume, Chacun sa vérité, qui est un titre tout à fait emblématique. Le second, Ça ne coûte rien de demander, le troisième, Libre comme l'air, etc. Une mise en avant d'autres éléments, notamment effectivement une interrogation sur l'identité, très nettement, que l'on peut trouver effectivement admirable et utile, avec encore une fois beaucoup de voix qui apparaissent dans ces perspectives-là, avec aussi, je dirais, néanmoins, cette même sobriété, cette même froideur, ce même refus de l'excès du romanesque, de l'effet de manche, en quelque sorte.
il y a là une prudence, une espèce de tranquillité glaciale qui correspond néanmoins à une critique du monde, de la corruption du monde des banques, etc. Je pense que Dominique Madotti pourra nous en dire beaucoup plus, mais dans le policier nordique, vous voyez effectivement arriver un certain nombre de directions de cet ordre-là, qui sont à la fois de la dénonciation et puis aussi une réflexion sur le rapport au passé. Connaître le passé pour comprendre le présent, pour éviter que d'autres choses, bien sûr, se passent dans l'avenir. Et puis, je ne fais qu'aborder là quelques éléments. Donc, je voulais simplement revenir sur, en effet, le fait que l'enquête chez Mankell, chez Ingrid Hasson, était du côté de la mémoire aussi, de travailler sur la mémoire, éventuellement de la remémoration, de ce qu'il ne faut pas occulter. Et ça, c'est évidemment important, avec aussi ce sens finalement de la documentation de gens qui sont en prise avec le réel, de ce qui a été un réel national ou simplement individuel dans la société actuelle. Je vais peut-être m'arrêter là. Vous n'avez pas cité deux ancêtres, alors je ne sais pas s'ils sont suédois, c'était un duo. Oui, je n'ai pas cité effectivement parce que ils sont. Oui, je pars des 20 dernières années à peu près, et donc on sait qu'ils ont influencé. Ils ont influencé Mankell, ils ont influencé bien sûr. Ils ont influencé un certain nombre d'écrivains de la génération. Alors, je cherche, oui, c'est le duo. Alors, Cheval et Valleux. Oui, voilà, Cheval et Valleux. Prononcé avec l'accent. Merci beaucoup Françoise. Bon, voilà, faut de Françoise, comme on dit, et à lire. Juste pour faire une transition, mais disons que là on vient de parler du rapport avec l'histoire, le passé, etc. Bien sûr, c'est aussi présent dans le gothique, ce rapport au passé, traumatique, etc. Mais je voulais juste vous dire une chose. Dans le livre, il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la question de la forme, de la narration, et la mise en cause en particulier des codes, des conventions, etc. C'est-à-dire, par exemple, on trouve des détectives qui n'ont plus de mémoire. Là, on vient de parler d'un sans-papier. Mais on trouve des personnages où il y a une certaine porosité entre la réalité et la fiction. C'est des personnages de détectives qui entrent en fait dans une fiction eux-mêmes. Donc des niveaux de réalité, des niveaux de narration complexes. Des mises en cause de la vérité avec une multiplicité de points de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la résolution finale où on a, par exemple, Hercule Poirot, Maigret ou d'autres, ou Hercule Poirot, pardon, Sherlock Holmes, qui dévoile la vérité. Et il y a une vérité, entre guillemets, dans certains romans, dans certains films, il n'y a plus de vérité. La vérité n'est pas là où on croit qu'elle est, ou elle n'est pas là du tout. Les fins ouvertes, etc. Donc cette porosité entre réalité et fiction, et puis cette idée aussi véritablement d'intrusion dans la fiction, de modification dans certains cas des fictions, de personnages, on parlait à propos de Somoza, par exemple des tableaux qui sont des tableaux humains, qui sont en fait des corps humains peints, etc. Bon, voilà, on joue aussi sur tout ça, sur tous ces éléments-là, et c'est ça aussi qui fait la nouveauté des formes, disons, du noir dont on parle dans ce livre. Donc je passe la parole à Dominique. Alors moi je suis historienne de formation et de métier. J'ai enseigné l'histoire pendant toute ma carrière. Bon, donc ce qui m'a intéressée dans le livre et ce que j'aime en fait, c'est la confrontation de démarches profondément différentes. Et ma définition du noir, évidemment, est différente. Car ma définition du noir, c'est une définition que je sors de l'histoire et pas de la littérature, et pas de l'influence littéraire, si vous voulez, dans la littérature, dans les gens, dans les travailleurs de la littérature, il y a une tendance à voir l'influence d'un littérateur, d'un écrivain sur un autre écrivain, etc. Bon, en histoire, ce qui est important, pour moi, ce qui est important, c'est que la littérature naît d'une structure sociale en ébullition à un moment donné.
et l'influence littéraire directe, elle est, à mon sens, relativement restreinte. Et si on prend le noir tel que moi je le définis, si vous voulez, je ne suis pas toute seule quand même à le définir comme ça, mais bon, cette définition très historique, c'est évidemment les années 20-30 aux États-Unis. Et ce qu'il faut bien voir quand même, parce que là, dans le récit qu'on en a fait, ça n'apparaît pas, c'est l'extraordinaire violence de la société américaine. Et vous ne pouvez pas comprendre la société américaine d'aujourd'hui, et ce goût des armes, et cette multiplication des fusillades de masse, parce qu'il y a une fusillade de masse tous les 2 jours aux États-Unis. Et il y a impossibilité de réguler le trafic d'armes. Bon, vous ne pouvez pas la comprendre si vous ne comprenez pas cette extrême violence. Les États-Unis sont nés d'un génocide. Ce génocide, c'est le génocide des Indiens. Et non seulement ils sont nés d'un génocide, mais ils en ont fait une épopée, qui est le western, qui est le mythe fondateur. Ils ont pris comme mythe fondateur le massacre des Indiens. Il faut avoir ça dans la tête. Il n'y a pas que l'esclavage aux États-Unis, il y a le génocide. Avec ce culte des armes, c'est lié directement au génocide. Et quand vous dites, par exemple, caractère ambigu des détectives et des policiers américains, souvenez-vous des westerns. On prend un gangster, on lui met l'étoile, il devient shérif. Je veux dire, c'est un truc qui marque. C'est absolument présent. Et il se trouve que les mafias se mettent en place aux États-Unis très tôt avec l'arrivée des immigrés. Pourquoi ? Parce que l'arrivée des immigrés aux États-Unis est un phénomène d'une violence et pas d'une violence au point de vue physique, mais d'une taille dont on n'a pas idée en Europe. Une ville comme Chicago, dans les années 1830, a 360 habitants. 360 habitants. C'est un poste sur lequel on échange des fourrures avec les trappeurs. En 1880, il y a 2,5 millions. C'est phénoménal. En Europe, on a connu quelques villes qui ont eu une croissance très rapide, par exemple Manchester. Mais Manchester, en 40 ans, est passé à 400 000. Et déjà, les Européens étaient complètement sidérés de ce qui se passait. Et les gens qui viennent peupler ces villes sont des immigrés. Et ces immigrés, il n'est pas question de les intégrer, parce que le pouvoir reste aux mains des WASP. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse s'auto-organiser. Et ils s'auto-organisent en mafia. Et les mafias, c'est les Italiens, c'est les Juifs, c'est plus tard les Russes, les Irlandais avant eux, etc. Ce sont des mafias... Et les Noirs. Et les Noirs, bon. Ce sont des mafias, si vous voulez, qui ont une fonction, et c'est ça qui est aussi très important, qu'il faut bien intégrer pour les États-Unis pour comprendre leur littérature, c'est que ces mafias ont une fonction à la fois criminelle, évidemment. Elles rackettent les gens de leur propre communauté. Le début de la fortune des mafias, c'est le racket sur les Italiens, les Juifs, etc. Bon. Et dans un deuxième temps, ils sont la seule forme de promotion sociale possible de ces immigrés. Comme ils étaient dans leur pays d'origine. Oui, c'est la seule forme. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas du tout aux États-Unis une possibilité, si vous voulez, de promotion à travers les institutions propres au WASP. Bon. Donc ce rôle ambigu des mafias fait leur force jusqu'à la guerre de 14. Et après la guerre de 14, il se passe quelque chose qui est aussi très sous-estimé, c'est que, si vous voulez, les Américains ont contribué à la guerre de 14, mais évidemment moins que les Européens. Mais ce qui s'est passé après, mais il y a quand même eu un contingent relativement important, avec des pertes relativement importantes, et ensuite il y a eu
un développement énorme de la grippe asiatique, qui a tué dans des proportions peut-être plus importantes aux États-Unis qu'en Europe. Et cette crise très profonde correspond à l'arrivée de gouvernements conservateurs, extrêmement conservateurs. Ça va être la prohibition, cette notion de morale et d'interdiction. L'interdiction qui provoque évidemment le crime. Je veux dire, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous interdisez, il y a des gens qui transgressent. C'est obligatoire, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Donc l'interdiction de l'alcool qui va offrir aux mafias, alors là, un territoire extraordinaire pour faire des fortunes colossales. C'était assez extraordinaire d'ailleurs parce que, évidemment, personne... L'histoire, moi j'ai abandonné l'histoire pour faire des romans parce que l'histoire ne sert à rien. Je veux dire, vous racontez ça, tout le monde est d'accord, oui, ça s'est passé comme ça, et avec la drogue, on recommence pareil. Hein. L'idée qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire, ça n'existe pas. Donc l'histoire ne sert à rien, mais moi, je l'aime, et ça me sert à écrire des romans. Bon, c'est déjà ça. Et bon, et ces mafias qui font des fortunes alors, colossales à ce moment-là, eh bien, il faut dire que ça correspond aussi au niveau, comme on a un gouvernement ultra-conservateur, ça correspond aussi à des réactions sociales d'une extrême violence. Là aussi, c'est aux États-Unis qu'on a massacré le plus de syndicalistes. Les États-Unis ont massacré les syndicalistes, purement et simplement. Il y avait les purges, les communistes aussi, enfin il y avait tout ça aussi. Il n'y a pas que des syndicalistes. Ah ben, on n'a pas massacré que les syndicalistes, ça je suis d'accord avec vous. Mais on les a massacrés, non mais attendez, les syndicalistes, on les a massacrés dans des formes beaucoup plus violentes. Les communistes, on en a massacré un certain nombre, mais c'est toujours passé à travers des confrontations, etc., procès, trucs, machin. Bon, les syndicalistes, Ludlow, la grève de Ludlow, les syndicalistes font des piquets de grève autour de l'usine légale, on les mitraille, 1 millier de morts. 1 millier de morts, pas mal. Bon, c'est un récit qui, les fameux International Workers of the World, on les assassine les uns après les autres. Les responsables sont assassinés les uns après les autres. La fameuse... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une chose qui est très, très, très importante, très forte, c'est que des syndicats n'ont plus de moyens d'exister s'ils ne se rallient pas à la mafia. C'est-à-dire que la mafia va apparaître à un certain moment comme la seule façon de continuer à faire du syndicalisme. D'où l'histoire de Jimmy Hoffa. D'où l'histoire de Jimmy Hoffa. Première chose, qu'est-ce qui se passe? Les transporteurs sur leurs camions sont assassinés les uns après les autres. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir des tueurs pour vous protéger. Et c'est l'entrée de la mafia dans toute une série d'institutions officielles et légales. Les mafias deviennent les gestionnaires des caisses syndicales. C'est bon. Et c'est dans ce contexte, c'est pour ça que j'en parle, si vous voulez, des syndicats, parce qu'il y avait une puissance financière et sociale considérable que les communistes n'ont jamais eue aux États-Unis. La bagarre avec les communistes, c'était une bagarre beaucoup plus idéologique, où il y avait beaucoup moins de questions de fric et de pouvoir. Mais avec les syndicats, en 1920, étaient une puissance réelle. Bon. Donc ils ont été complètement... voilà, il y a eu une symbiose qui s'est opérée, et c'est un des traits extrêmement frappants de la société américaine, c'est qu'aujourd'hui les mafias sont des entrepreneurs comme d'autres. Il y a une... Bon, c'est quand même très très spectaculaire
dans les années 50, ils construisent Las Vegas. Tout le monde sait que c'est eux qui construisent Las Vegas. Je veux dire, c'est su absolument par tout le monde. Et ils construisent Las Vegas pour faire quelque chose de très précis, c'est le blanchiment de l'argent et de la vente de la drogue. Bon. Casinos. Bon. Et ça, tout le monde le sait, et aux États-Unis, c'est admis. Et on négocie avec les mafias sur la construction de Las Vegas. Bon. Donc, si vous voulez, c'est bien cette société-là qui produit le roman noir américain. Et le roman noir américain est simplement le roman réaliste tel que nous l'avons eu, nous, au XIXe siècle, avec une société qui était différente, mais de la société américaine. Et bon, c'est aussi très américain, c'est-à-dire que, bon, ils ont tendance quand même à écrire, enfin, je veux dire, ils n'ont pas le même rapport à la légalité que nous. Voilà, c'est clair. C'est pas grave de pas suivre la légalité. Franchement, c'est pas terrible, c'est pas un problème grave. Donc, il n'y a pas les réactions de déni qu'on a chez nous. Donc, chez nous, par exemple, si vous voulez, guerre d'Algérie, bon, moi je l'ai vécu, la fin, et on ne pouvait pas parler de guerre d'Algérie, c'est-à-dire que c'était... alors on se moque beaucoup Opération spéciale. de Poutine aujourd'hui sur l'opération spéciale, c'était pareil pour nous. Ça s'appelait Opération de maintien de l'ordre. Si un journal publiait guerre, il était saisi, il ne pouvait pas paraître. Bon. Et le terme de guerre a été accepté en 1992. Ça faisait 30 ans. 40 ans, 30 ans. Bon, chez nous, il y a un déni fort, ce qui fait, si vous voulez, que la littérature a des formes quand même très différentes de ce qu'elle est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une espèce de violence dans Dashiell Hammett. Alors, c'est pas du tout une violence, je veux dire, c'est pas la même violence que celle d'Elroy. La violence d'Hammett, en quelque sorte, il a la froideur des Nordiques. Il vous raconte comment ça se passe, comment on gère une ville aux États-Unis. Il le raconte, voilà, sans faire des effets de manche, mais en direct. Et alors, il est parfaitement bien placé pour le faire parce qu'il a été dans les Pinkerton. Il a été un détective de Pinkerton, avant d'être communiste. Peut-être qu'il était déjà communiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était dans les Pinkerton, il a bien vu à quoi servaient les Pinkerton. Et les Pinkerton, qui étaient des détectives privés, des entreprises de détectives privés, servaient à assassiner et tabasser les grévistes. En gros, point. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de... Le style américain, c'est cette espèce de style, on dit ce qu'on fait. On n'a pas les mêmes complexes qu'en Europe, on dit ce qu'on fait. Vous le voyez aussi très très bien, les films qu'il y a eu sur le Vietnam. Donc, chez nous, il n'y a pas de films sur la guerre, ou très très peu de films sur la guerre d'Algérie, et ils ont été, les quelques-uns qui existaient ont été pendant très longtemps interdits. Bon, donc, si vous voulez, les mentalités des deux nations sont très très différentes. Et en fait, le roman noir américain, c'est très exactement ce qu'a été Balzac pour la France, ce type de littérature réaliste et qui regarde la société dont il parle avec un œil froid et clinique. Et, bon, moi j'ai adoré Balzac. Bon, je dois dire que je pense qu'aujourd'hui j'aurais un peu de mal à le relire parce qu'il y a eu l'image entre-temps, parce que maintenant on a le cinéma, tout ça, et que le type de description très longue... Zola aussi, quand même. Oui, Zola aussi. Zola aussi, hein. Zola, hein, quand même. Victor Hugo, pareil. Oui. Ils étaient payés à la page. Oui, bon. Mais si vous voulez, moi, voilà, c'est cette démarche, cette histoire,
Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est alors c'est une influence, mais c'est une influence distanciée. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout, si vous voulez, les auteurs français qui racontent des histoires de détectives privés. Parce qu'en France, le détective privé, ça n'existe que pour les histoires de mariage, de divorce, de machin. Alors Léo Mallet, vous connaissez Léo Mallet? Léo Mallet. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il fait autre chose. Bon, il faut s'arrêter. Donc, si vous voulez, voilà, moi j'ai une démarche d'historienne par rapport à ça. Mais, alors juste un mot de conclusion, ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche là, c'est la confrontation justement entre les démarches de littéraires et les démarches d'historiens. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, il y a une bagarre à mener pour les écrivains de romans noirs, c'est de sortir le roman noir du ghetto. Et je reviens d'un festival à Trévise, en Italie, où les confrontations, les dialogues qui avaient lieu dans toutes les tables rondes entre des écrivains de noirs et des professionnels. Professionnels, juges, détectives, pas détectives, policiers, gardiens de prison, etc., littéraires. Et j'ai eu une expérience avec Rabatel qui était absolument extraordinaire, c'est-à-dire un type qui travaille sur la littérature, qui est venu me poser un certain nombre de questions sur mon écriture. Je ne comprenais pas ce qu'il me demandait. Je ne comprenais pas. Et ça, c'est... Ah oui, ah non, je ne comprenais pas un mot. Et ça a été absolument extraordinaire, parce que je regarde plus... J'ai fait des efforts quand même pour comprendre, et je regarde plus ce que j'écris de la même façon. Alors, c'est un peu perturbant et un peu problématique, parce que peut-être que je ne vais pas arriver à continuer à écrire. Mais en tout cas, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là qu'il faut essayer de creuser. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup Dominique. Attendez, excusez-moi, je voudrais juste dire quelques mots. D'abord, évidemment, j'avais évoqué cette question de la prohibition, on est tout à fait d'accord, il y a cet ancrage très important. Je veux dire que dans le cinéma aussi, on parle souvent de la naissance du film de gangster, etc. Bon, c'est dès 1903 quand même, il faut savoir. Et qu'il y a des films, par exemple, un des films que vous ne connaissez peut-être pas de Raoul Walsh s'appelle Régénération, 1915. Le film de Griffith, c'est tout cet univers-là, c'est-à-dire on associe justement la criminalité, le sordide, l'immigration, le trafic, ce qu'on appelle le white traffic, enfin le trafic comment on appelle ça, Des blancs. La traite des blanches, excusez-moi. Là, c'est pas noir, c'est la traite des blanches, mais c'est aussi noir, hein, la traite des blanches, et ça, on retrouve ça très très tôt. Et évidemment, il y a le film de Scorsese déjà qui montre que la mafia existe bien avant les années 20, dès les années 1880, etc. Donc, et tout ça, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Dès qu'on creuse, on s'aperçoit que les choses, on est obligé de remonter de plus en plus dans des origines de plus en plus lointaines. Voilà. Je vais juste terminer là-dessus avant de vous donner la parole, si on a encore quelques minutes, madame. Oui, quelques minutes. Désolé, on était un peu long. Vous étiez très bien. Donc, si vous avez des questions, peut-être. Oui, j'ai une question. Madame a dit qu'il faudrait que la littérature noire sorte du ghetto. Vous pouvez m'en dire plus? Ben, si vous voulez, la littérature noire passe en France, pour une littérature à sous-genre, littérature de bas étage, populaire, moins, mais ça reste, excusez-moi, ça reste. Le résultat, c'est qu'il y a énormément de festivals de polar, et c'est des festivals de polar, et c'est des polars d'eux qui restent entre eux, qui discutent entre eux. Et assez vite, ça n'a pas grand intérêt. D'accord, merci. D'autres questions? Remarques? Oui, monsieur. Vous avez parlé du polar à la nordique, je veux dire. Est-ce qu'on peut parler d'une école française du polar, justement, une école anglaise, britannique du polar, mais côté les États-Unis, et si c'est le cas, quelle serait un peu leur spécificité? Bonne question. Une très bonne question. Je crois que Dominique a un peu répondu en disant qu'on n'écrit pas, enfin les auteurs américains n'écrivent pas comme les auteurs français, par exemple.
Françoise a parlé de l'écriture sèche, minimaliste du polar nordique. Certains, en tout cas, oui. Certains, qui est tout à fait aux antipodes d'un style hyperbolique de certains polars 2, par exemple. Ça dépend vraiment si on met l'accent sur, par exemple, l'ancrage réaliste, justement, le rapport avec l'histoire, ou au contraire si on joue plutôt de l'aspect un peu parodique, un peu humoristique, avec des fioritures, etc. Si on joue de ce qu'on appelle l'aspect métatextuel, c'est-à-dire la réflexion même sur l'acte d'écrire ou l'acte de lire, voilà, donc ces réflexions-là sur la question de la lecture, de l'interprétation, de l'herméneutique, comme le fait Bayard à propos d'Agatha Christie par exemple, ou d'autres. Voilà, ça c'est quelques exemples, mais alors là il faudrait vraiment beaucoup plus de temps pour... Je veux dire, oui, si vous permettez, juste un petit mot, je voulais rebondir sur ce que disait Gilles, c'est-à-dire la grande diversité des voix. Je vais prendre deux exemples, si vous voulez, actuellement, parce que je lis beaucoup de polars français aussi. Vous avez des gens qui, avec puissance, efficacité et un sens du dramatique qui fonctionne bien, écrivent genre Bernard Minier. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui ne s'intéresse pas plus que ça à la société actuelle, mais qui va produire, et vous lisez avec enthousiasme, et moi-même, je lis, je suis Bernard Minier. Puis vous avez d'autres gens, je vais prendre le cas d'Olivier Norek, qui actuellement sont en prise avec du très réel. Si vous avez lu Entre deux mondes d'Olivier Norek sur la jungle de Calais, d'une part les geôles de Syrie et la jungle de Calais, ça c'est Entre deux mondes, et d'autre part, si vous lisez son dernier livre, Impact, que je recommande absolument, parce qu'on parlait d'écologie, on n'a pas eu le temps, si vous lisez Impact, c'est en prise complète, enfin il s'agit en gros dans un premier temps d'enlever le PDG de Total et puis d'essayer d'obtenir des multinationales qui fassent autre chose que ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire détruire notre monde. Hein? Vous avez donc des gens qui font des choses très très différentes. Et ça ne met que deux exemples parmi d'autres, mais il y a des gens très en prise sur le réel et le fait que notre société est quasi morte, enfin notre planète, notre monde est condamné. Hein. C'est pas seulement la personne que j'ai tuée dans la rue, c'est aussi ma planète que je suis en train de détruire. Oui, pour poursuivre sur ce que vient de dire Françoise, effectivement, en France, je ne dirais pas qu'il y a une école du polar français, mais il y a des groupes, effectivement. Il y a des groupes avec des identités assez distinctes. Il y a effectivement tout le courant du polar politique, né après, dans les années 70, véritablement, avec quelques grands noms, bien sûr, autour de ça, qui trouve certainement son prolongement. Il y en a toujours du polar politique. D'ailleurs, porte-étendard particulièrement important. Et je pense qu'effectivement, les auteurs de polar qui sont très ancrés, enfin, qui sont vraiment des policiers en fait, comme Norek et quelques autres, sont à la suite de ça. C'est-à-dire que vraiment cette inscription sociale, elle est très très puissante. Bon, il y a aussi effectivement du polar, comment l'appeler, peut-être de divertissement, avec de l'imagination, comme Minier, comme Tillier, comme voilà. Fred Vargas aussi dans une mesure, voilà, c'est important. Et puis il y a un autre groupe de polar 2 aussi, qui, je pense à des gens comme Franck Bouys, Sandrine Colette, j'oublie comme d'habitude le nom du troisième, que pourtant j'affectionne, c'est le groupe de Toulouse, qui écrivent encore des choses qui ressemblent à des polars, mais qui sont de plus en plus du côté de la littérature. Comme si vous les avez lus. Franck Bouys, c'est une écriture magnifique. Vous voyez l'enfermement. Oui, c'est ça. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Dominique tout à l'heure. Le jour où un roman noir ou un polar recevra le Goncourt, il y aura quelque chose d'un peu changé. Absolument. Dans le monde de... Voilà. Il y a quand même eu l'anomalie. Donc il y a plutôt des groupes, des courants, comme ça en France. Des chapelles. L'anomalie, c'est Hervé Le Tellier, c'était... Oui, c'est Le Tellier. Oui, voilà, Non, je pense à
Non, moi je suis Hervé Le Corps. Hervé Le Corps. Ah oui, c'était un Le autre Corps, Hervé. oui. Donc c'est le groupe de Toulouse. Hein, Oui. Ah Louis, oui. Le Corps. Stéphanie Benson. Stéphanie Benson, C'est parti également. qui est dans le volume. Qui a un article dans le volume. Sur le mythe de Don Juan. Juste une chose pour dire qu'il y a aussi le polar ésotérique, il y a aussi le polar apocalyptique, post-apocalyptique, etc. Pardon, excusez-moi, allez-y. Oui. J'ai une question pour les quatre, qui est, parce que moi je me pose une question éthique, morale, que j'aimerais bien que vous traitiez. Parce qu'on peut, par rapport au goût du noir, on peut effectivement aller dans le terrain du jugement de valeur ou des intentions en disant voilà, c'est pour dénoncer, ou c'est historique, c'est une valeur documentaire, photographique, c'est pour dénoncer les hypocrisies, la corruption, etc. Mais j'aimerais bien, est-ce qu'il n'y a pas derrière ce goût du noir un culte pour le mal qui est inquiétant parce que, pour moi c'est inquiétant parce que je me dis on ne s'intéresse plus au beau, à la vie, même à Dieu pour ceux qui sont croyants, et on s'oriente plutôt, y a-t-il une passion mondiale avec ce goût du noir qu'on peut habiller de plein de bonnes intentions, d'humour, de tout ce qu'on veut, mais y a-t-il pas quelque chose de gênant éthiquement, moralement à se passionner pour la mort, la violence, le crime, le mal, et y a-t-il pas un culte du mal derrière le goût du noir? Et est-ce que ça ne vous pose pas question? C'est ma question. Je vais nuancer ce que vous disiez, le goût du noir qui est sans doute mondial, je ne sais pas. Ce n'est pas seulement le goût, mettons, de la violence ou du mal, c'est quand même en partie la quête de la vérité. C'est-à-dire que dans le policier, qu'il soit noir, blanc, il y aura quand même l'idée, soit en regardant en arrière, soit juste en regardant à 2 mètres de chez soi, l'idée qu'il y a quelque chose de caché qu'il faut révéler et qui est en fait la base même de toute narration. C'est-à-dire que je veux, un récit doit arriver, un récit doit éclore, et je vais faire sortir une vérité ou sortir un sens d'une situation qui était opaque, et ça, oui, c'est fascinant. Parce qu'effectivement, il y a le goût du mystère, de ce qu'on ne savait pas qu'on va découvrir. C'est profondément intellectuel, et c'est aussi, bon, ça a été discuté par beaucoup de critiques, psychanalystes ou pas, mais c'est l'idée, ça part d'Oedipe, c'est l'idée qu'on va chercher quand même dans le passé, on va chercher cette vérité. C'est pas que le goût du mal ou de la violence, c'est aussi l'enquête, la démarche qui dit, il y a quelque chose qu'il faut que je trouve. Aussi. Moi, je crois que, si vous voulez, ce que je réfute absolument, c'est le terme de dénonciation. Moi, je ne dénonce absolument rien ni personne. J'essaye de comprendre comment ça marche. C'est pas du tout pareil. Et de fait, alors, j'ai aucun goût pour la violence. Alors, franchement, aucun goût. Il y a des scènes d'Elroy, j'aime beaucoup Elroy parce que je pense que c'est un très grand auteur. Il y a des scènes que je saute. Parce que je n'ai pas de goût pour la violence. Et quand je fais des scènes de violence, par exemple, j'ai fait un roman sur la Gestapo française, alors c'était difficile de passer complètement à côté, mais j'essaye que ce soit le plus froid et le plus distancié possible. J'ai pas de goût pour ça, du tout. Mais je veux savoir, j'écris pour comprendre. J'écris un roman quand je tombe sur quelque chose que je ne comprends pas. Exemple, le rachat d'Alstom par General Electric, 2015. On est une grande puissance atomique. On vend notre usine d'atomes, de construction de centrales turbines. Aujourd'hui, on parle de construire 6 EPR, etc. On n'est plus capable de construire un EPR. On n'a plus la technologie. Pourquoi on a vendu? C'est une question qui n'implique pas le bien et le mal. C'est une question historique qui implique la compréhension du phénomène. Moi, la notion de bien et de mal, je ne suis pas du tout religieuse. La notion de bien et de mal, je ne l'ai pas. Vous
voyez ce que je veux dire? C'est ce qui nous sépare, mais effectivement, je comprends ce que vous dites. Voilà. Je me doutais bien que ça nous séparait. Oui, votre question m'interpelle effectivement, parce que c'est vrai que, pour avoir lu évidemment beaucoup de polars également, à un moment donné, on se dit, on se la pose. On se dit, mais pourquoi je lis tant de choses avec tant de choses violentes dedans, hein, finalement. Et ma réponse, elle est aussi du côté de la compréhension, peut-être pas tout à fait la même compréhension que celle qu'évoquait Dominique, mais c'est cette violence qui existe dans le réel, parce que incontestablement, la meilleure source de romans policiers, c'est les chroniques faits divers des quotidiens, hein, ça, il y a tout ce qu'il faut dedans. Hein. Bon. Mais d'où ça vient chez les gens? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a amené des gens à devenir violents? Qu'est-ce qui, globalement, dans le fonctionnement de la société, de leur famille, des contraintes auxquelles ils ont été soumis, etc., qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, ils ne sont pas forcément nés violents? Non. Mais à un moment donné, voilà, quelque chose a fait que c'est devenu impossible de ne pas l'être, quelque part, pour un certain nombre de personnes, dont nous ne sommes pas, certes, hein, mais peut-être, mais bon, on ne sait pas, ce n'est pas encore à notre limite. Hein. Mais oui, mais peut-être qu'on peut tous devenir violents à un moment donné. Oui, je pense. Voilà. Parce que pour défendre, ou se défendre, ou quelque chose, on ne connaît pas ça. Hein. Et je trouve que souvent le polar, qu'il s'appuie sur du réel ou pas, sur des faits divers réels ou pas, il travaille là-dessus, il travaille sur mais comment se fait-il que? Qu'est-ce qui a pu amener une ou des personnes à se comporter comme ça? Encore une fois, dans leur histoire individuelle ou dans l'histoire sociale qui les a enveloppés, les deux s'intriquant évidemment. Moi, c'est ça ma question. Ma réponse, ma question, l'ensemble. Je voulais dire un mot, mais allez-y. Désolée. Et Gilles, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, voilà. Moi, je dirais deux choses. Barthes, le plaisir du texte, hein, mais sous toutes ses formes. Et le fait aussi que la violence, elle n'existe pas simplement dans la littérature noire, mais dans la littérature en général, dans les mythes, l'ancrage mythique, hein, c'est le meurtre de d'Oedipe, etc. C'est Shakespeare, enfin bon, bref, il est partout, hein, je veux dire, le mal et le noir, voilà. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais au début avec Burke, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Burke, qui dit tant qu'il y a une médiation culturelle, c'est pas la même chose. Je veux dire, assister, comme le faisaient les gens dans les années, au début du siècle ou au XVIIIe, etc., pendant la Révolution française, assister à l'exécution capitale, à la guillotine d'un certain nombre d'aristocrates, par exemple, ou plus tard d'autres prisonniers, assister à l'écartèlement de Calas, ou des choses comme ça, ou l'écartèlement de Ravaillac, hein, celui qui a tué Henri IV. Ça c'est véritablement pervers. Donc, là, vraiment, il y a une sorte de goût pervers, effectivement, pour la violence. Quand on passe par la médiation, je pense que c'est autre chose. Et après, évidemment, tout dépend de la manière dont le lecteur reçoit le texte aussi. Si le lecteur a des pulsions inconscientes ou plus ou moins conscientes, etc., et que il fait un passage à l'acte, c'est pas la littérature qui est responsable. Simplement, la littérature aura été une étape dans un cheminement mental et psychique qui peut conduire à un passage à l'acte. Mais bon, voilà. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe et je pense que c'est pas parce qu'on lit du polar, qu'on lit de la littérature, qu'on est nécessairement un pervers et qu'on doit se poser des questions. Je terminerai là-dessus. Pardon, je voulais juste dire quelque chose de très simple en tant qu'actrice. Je ne me référerai pas à Barthes parce que je ne suis pas assez savante. Mais le style des polars, le plus souvent, est un style rapide, nerveux, qui me satisfait bien davantage que les circonvolutions psychologico-sociologiques du roman français qui se penche pendant 150 pages, pour mon goût, sur un couple ou une famille. Ça dépend. Je crois que là, le départ... Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de styles divers. Il y a beaucoup de styles divers, effectivement. On peut aimer le style plus ou moins hyperbolique, plus ou moins... Voilà. Il y a des gens qui aiment Lovecraft parce que c'est un style justement hyperbolique. Il y en a d'autres qui préfèrent...
qui préfère Raymond Carver, qui a un style très minimaliste, mais en fait, il a ce style L'éditeur minimaliste parce de que c'est Carver. l'éditeur qui lui a demandé. Oui, c'est ça, l'éditeur de Carver. De changer son style. Il lui a demandé, puis il a coupé les textes. Et il a coupé, donc Formidable. d'où le roman Ciseaux de Stéphane Michaka, qui participe à la table ronde, donc qui est écrivain également, avec Jeanne Billon, donc directrice des éditions Rivage Noir, qui n'a pas Formidable l'histoire de Carver. Voilà. Et l'histoire de Carver est formidable, effectivement. Merci, je crois qu'il faut qu'on s'est qu'on régalé, hein, on s'est régalé. Merci beaucoup.